Bonsoir, Richard. Bonsoir. Vraiment content de voir que tu travailles sur ton TAN. Oui. Ça t'a fait du bien? Je ne m'attends pas de prendre des vacances. T'étais dû. Écoute, tu as fait une pas couple de jeudi back-à-back, plus ton travail quotidien, donc ça fait du bien les vacances. Exact. Fait que ça paraît, tu as un petit insanté, donc... Je suis pas allé à Costa Rica cette fois-là. Non, t'es allé à Cocoon. Cocoon. Ouais, ça fait du bien. Écoute, Richard, on vient de voir la pub qui annonce le 7 juin. Ouais. Puis je ne vais pas mélanger les gens. Le 4 avril, on en a une conférence. C'est toi qui es le conférencier. C'est sold out. Ça a été complet après une semaine et demie. On avait... C'est pas aussi vite que Céline Dion. C'est pas aussi vite que Céline Dion, définitivement, mais quand même. Fait que c'était complet. Puis on avait déjà l'intention d'organiser une conférence le 7 juin prochain. C'est un samedi. Et ça va être vraiment génial. Tu es également conférencier. Tu vas apporter... conférenciers. Oui, ça exactement. Il y en a 5. Le professeur Étienne Vernas, qu'on reçoit régulièrement ici, qui va parler sur le titre de sa conférence, c'est « Chercheurs de vérité dans un monde de mensonges ». Il y a Maître Samuel Bachand, que les gens sont habitués de voir régulièrement sur nos ondes. On l'a vu un petit peu moins depuis 2025, mais c'est un chroniqueur habitué à l'émission de Théovox Actualité. Il va parler le contrôle de la parole au 21e siècle. Il va parler des changements de loi depuis le COVID qui affectent les libertés d'expression, les libertés de religion et qui viennent vraiment contre justement ce narratif de plus en plus chrétien-là. Ouais. Et il va y avoir moi qui va parler sur la fenêtre sur le chaos. En fait, je vais parler de la fenêtre d'Overton, puis un monde qui est en constante dégradation. Il va y avoir Hello veut savoir qui va être là, qui va parler d'éducation à la sexualité. Et le titre de sa conférence, c'est « Éducation à la sexualité, s'inquiéter », avec un point d'interrogation. Puis il va y avoir toi qui va être là et qui va parler du transhumanisme et de la marque de la bête. On va encourager les gens à pouvoir se prémunir d'avance des billets qui sont en vente. C'est un samedi, ça commence à 10 h, ça se termine à 17 h. C'est 5 conférences, c'est 40 $, c'est pas cher, 40 $ pour avoir 5 conférences. C'est comme si chaque conférence coûtait 8 $. C'est des conférences de 40 minutes avec un 20 minutes de questions-réponses avec le conférencier par la suite. Donc, ça va être fort intéressant. Ça se fait sur l'île de Montréal. On a un amphithéâtre au coin de Lacordaire et Boulevard et la rue Couture. Il y a du stationnement à Saint-Léonard, oui. Il y a du stationnement en masse pour tout le monde. Donc, je voulais prendre le temps de vous mettre... vraiment, là, dépeindre le tableau de cette conférence-là, ça va être vraiment intéressant. Une salle de plusieurs centaines de personnes. Une salle de plusieurs centaines de personnes, effectivement. Donc, il y a de la place. Il y a du stationnement en masse. On peut stationner facilement 200-300 voitures dans le stationnement. Donc, j'encourage les gens à marquer la date, à écrire à info@theovox.tv si vous avez des questions, faire votre paiement pour le 40 $. Ça va être une journée vraiment extraordinaire le 7 juin prochain. Je veux revenir, j'ai quelques annonces à faire, puis ça donne que je l'ai fait avec toi, Richard. Je veux revenir, on a parlé du décès d'un de nos chroniqueurs il y a 2 semaines de ça, Serge Charbonneau. En fin de semaine va avoir lieu le service et je veux vous laisser savoir que la famille va recevoir les condoléances le vendredi 14 mars, qui est demain, dès 18 h à la place Harmonia, qui est au 871 Grande Allée Ouest à Québec. Donc, on va mettre tout le descriptif de l'endroit dans la descriptif de la vidéo. Il y a une deuxième rencontre prévue le samedi 15 mars 2025, dès 13 h à la salle du Quai du Cap-Blanc, au 615 boulevard Champlain à Québec. Donc, je vous encourage à aller dans la descriptif ou dans la description de la vidéo. Les informations vont être là si vous êtes dans la région de Québec ou même si vous êtes dans la région montréalaise et vous voulez faire le trajet pour honorer la mémoire de M. Serge Charbonneau. Nancy et moi, on va être là le samedi, donc je vous encourage à être là pour honorer sa mémoire. Je sais qu'on a dit qu'on parlait, Richard, de Mark Carney d'entrée de jeu, mais juste avant, Flash News que tu m'as envoyé cette semaine, et je trouvais ça fort intéressant d'en parler avec toi ce soir. L'Union européenne s'apprêterait à lancer l'Union de l'épargne et de l'investissement, un projet qui vise à convertir l'épargne privée en investissement stratégique et indispensable pour renforcer, dit-on, la compétitivité. C'est présenté comme une opportunité économique. Cette initiative soulève quand même toutefois des questions qui sont assez cruciales, notamment qui contrôlera réellement les fonds, quels risques pour les épargnants, s'agit-il d'une nouvelle forme de centralisation économique?
Derrière l'ambition affichée, ce projet pourrait devenir un outil de contrôle financier au service des élites, menaçant la liberté économique des citoyens. Ma question pour toi d'entrée de jeu, c'est l'Union européenne prétend vouloir transformer l'épargne privée en investissement. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? En fait, c'est du communisme. Hein? Soyons clairs, on est en train de finaliser l'accession à un monde communiste. Quand on parlait du communisme au début du 20e siècle, on dénigrait ça, c'était anti-chrétien, etc. Dans un monde chrétien, on comprenait cette différence-là. On voyait aussi que l'aspect économique, qui est totalement sous contrôle, on contrôle tous les leviers, bien, c'est presque impossible à réaliser et les pays comme la Chine et la Russie ont démontré que ce n'était pas viable. C'est lorsqu'ils ont accédé au système d'économie de marché qui se sont renfloués. Hein. On a vu la Chine a été sauvée par le monde industriel qui a été délocalisé de l'Amérique du Nord en Chine. Et les joueurs qui ont fait ça, c'est des communistes milliardaires. C'est facile d'être communiste quand tu es milliardaire parce que tu veux le contrôle de tous les leviers et tu veux que tout le monde soit à ton service et non pas que chacun soit des entrepreneurs autonomes comme l'économie de marché a créé depuis toujours en Amérique. Donc là, ils sont en train de finaliser le plan. Et ça, c'est un geste de plus, c'est-à-dire, et même ici au Canada, Christophe Freeland, avant de démissionner, avait dit on pourrait prendre l'épargne des Canadiens pour renflouer la dette. Mais ça, c'est comme si tu traverses une ligne interdite parce que tu prends l'argent durement gagné des citoyens, donc l'argent privé, et tu te l'appropries. C'est comme nationaliser notre argent. Et on comprend que l'argent qui est déposé à la banque, on l'a déjà dit depuis plusieurs années, appartient à la banque. Maintenant, de façon légale. Fait qu'on pense qu'on dépose notre argent là-bas pour le reprendre. Bien, essayez de retirer 50 000 $ comptant, vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Pas plus que tant par jour. Donc, on est déjà dans ce processus-là. Ce que l'Europe vient de dire, c'est nous, on va aller de l'avant. Parce que l'Europe essaie de gonfler le torse actuellement par rapport à Trump. Parce que Trump est en train de changer les rapports de force. Donc, ils disent, nous, on va aller de l'avant parce qu'ils auraient dû le faire depuis 2020, mais ils ont pris leur temps. Et là, ils doivent accélérer parce qu'ils veulent réaliser ça d'ici 2030. Ouais. On peut-tu voir là-dedans, Richard, une initiative, on peut-tu voir à travers cette initiative-là une tentative déguisée de centraliser puis de surveiller le flux financier privé des gens? C'est sûr, mais ça où ça mène éventuellement, c'est qu'on veut contrôler les gens. Le problème qu'il y a à centraliser l'information, parce que veut pas, l'argent s'en va de plus en plus vers des transferts numériques d'informations. Hein? Il y a des transferts de milliards quotidiennement. Et il n'y a pas de transfert de papier ou de documents. Donc, tout est numérisé. Et ça fait en sorte qu'on s'en va de plus en plus vers un contrôle de l'humain directement. Ça veut dire que si on contrôle tout ce que moi je fais dans une journée, au niveau économique, bien, pourquoi il y aurait des échanges d'argent? Tu es aussi bien de dire, bien, je te nourris, je te loge, hein? Vous ne posséderez rien, vous serez heureux. Ça ressemble drôlement au slogan du World Economic Forum. Donc, c'est là-dessus qu'ils s'en vont. Et ils annoncent aussi qu'ils vont prochainement lancer l'euro numérique. Donc, ils sont déjà prêts à le lancer. Tout le monde en parle depuis longtemps, hein, l'argent des banques centrales et tout le reste. Il y a une inquiétude du système mafieux des banques centrales de perdre le contrôle. Donc, c'est là-dessus qu'ils tergiversent actuellement. Mais là, l'Europe a fait 2 annonces coup sur coup par rapport à l'aspect financier. Et ça, c'est inquiétant ou ça démontre qu'ils ne réussiront pas. Et là, ils accélèrent le pas. Donc, on verra dans les prochaines années où ça va aller. Mais il ne faut pas oublier que 2025, c'est l'enclenchement de l'identifiant bionumérique. Une fois que l'identifiant bionumérique existe, c'est-à-dire que l'être humain n'a plus de possibilité d'action, comme on aurait si j'ai de l'argent. Hein? Si j'ai 100 $, ben, je peux faire certaines choses. Si j'ai 100 000 $, je peux faire beaucoup plus. Et je décide. Donc, je suis libre. Mais là, si on décrète ce que tu fais par rapport à différents critères, donc au niveau de la pollution, tu as trop pollué cette année, tu n'as plus le droit de prendre ton véhicule pour le reste de l'année, ou tu n'as pas le droit d'aller en vacances en avion. Ils peuvent aller jusque-là. Et c'est à ça qu'ils sont en train d'arriver tranquillement. Enlever l'argent comptant, c'est enlever toute possibilité de liberté. Et les gens ne comprennent pas que si on sert de l'argent numérique actuellement, le fait que l'argent puisse être comptant nous donne la liberté. Mais la journée qu'il n'y en a plus,
le contrôle est total, c'est-à-dire qu'on ne pourra même plus s'en sortir du système. Là. On n'aura pas d'autres possibilités. Ouais. En quoi une annonce comme celle qui a été faite en Europe impacte le Canada ou même les États-Unis? On l'a vu quand je dis que Chrystia Freeland l'a déjà un peu annoncé sans l'annoncer l'été passé. Donc, on réfléchit à ça. On voit bien que c'est un plan des mondialistes qui est imposé à leurs joueurs. Donc, Chrystia Freeland, Justin Trudeau, Carney qui s'en vient, il est tout à fait de cette école-là. La même chose avec la présidente de la Commission européenne qui s'impose de plus en plus comme un gouvernement supranational. Et là, on revient à Trump. On est en train de développer des blocs continentaux parce que d'établir des monnaies numériques, tu n'as même plus besoin d'avoir de frontières ou à peu près. Là, actuellement, on joue. Hein, on a l'argent américain, l'argent canadien, il y a des changements. Il y a des changements quotidiens. Mais à partir du moment où tu grossis les blocs continentaux, bien, tu peux avoir des économies beaucoup plus intégrées. Mais qui dit économie intégrée, à ce moment-là, il dit également politique intégrée. Et on voit que Trump il est en train de forcer cet aspect-là en Amérique, mais en même temps, il est en train de confronter l'Europe. Il est en train de dire un instant, là, il y a des choses qui vont changer pour obliger un peu que tout le monde se positionne. Donc, l'Europe essaie de se positionner avec leur modèle d'hyper-centralisation. Trump essaie de s'imposer dans un modèle qui est très centralisateur pour les États-Unis, mais qui englobe du Groenland jusqu'à Panama, qui, nous, au Canada, ne fait pas notre affaire parce que là, il emmène large. Effectivement. Je vais te parler un peu de Doug Ford. On l'a vu cette semaine dans les médias. Le président Donald Trump avait annoncé qu'il était pour augmenter les droits de douane sur les importations, notamment d'acier et d'aluminium, au Canada de 25 %. On a vu la sortie de Doug Ford qui a gonflé le torse, puis après ça, lui est sorti et a dit, bien, moi, je vais augmenter les tarifs de 25 % sur l'hydroélectricité qu'on achemine aux États-Unis. Ça n'a pas fait l'affaire de Donald Trump. Lui est sorti à nouveau puis il a dit, bien maintenant, les frais de douane sur l'aluminium puis l'acier sont plus de 25 %, on les augmente à 50 %. Doug Ford, il a eu l'air fou parce qu'il a reculé, il est revenu sur sa décision puis il a enlevé justement les frais de douane sur l'hydroélectricité de 25 %. Comment interpréter le fait que ce soit Doug Ford, un premier ministre provincial, qui se soit directement opposé à Donald Trump sur une question économique majeure, et non le premier ministre du Canada? Puis est-ce que c'est un signe d'un vide de leadership au Canada? Oui, c'est évident qu'il utilise le fait qu'il y a un vide actuellement à Ottawa, mais il s'est toujours positionné. C'est son troisième mandat majoritaire qu'il vient d'obtenir, là. Ouais. Alors, ça, c'est pas banal, la plus grosse province au Canada. Donc, lui, il se voit comme le représentant ou le chef des conservateurs du Canada. Et il ne reconnaît pas du tout Pierre Poilievre et le Parti conservateur. Donc, il s'allie même, actuellement, à la campagne de Carney. Il appuie Carney comme étant futur premier ministre pour la campagne électorale. C'est pas un peu paradoxal de représenter un parti puis de représenter... Ce sont tous des libéraux, au sens philosophie politique. C'est ça que les gens doivent comprendre un jour. Les étiquettes de partisanerie... Ça ne veut plus rien dire. Mais ça n'a jamais voulu rien dire. Ça n'a jamais voulu rien dire, c'est ça. Sauf que ça a débuté par des philosophies politiques. Au début des partis politiques, il y avait vraiment une grande différence. Mais si on regarde les démocrates et les républicains, et on l'a vu avec Robert Kennedy, qui était démocrate, qui est rendu avec Trump, tout le monde a changé tellement de camps qu'on comprend qu'il y a un seul camp. C'est le camp de l'argent et du pouvoir mondial. Et si vous n'êtes pas aligné, vous n'entrez pas dans ce club-là. Alors, tous les partis politiques sont obligés de s'aligner. Je demandais à Maxime Bernier, est-ce que tu vas sortir du système économique des banques centrales? Il dit non, on ne touchera pas à ça. Ben oui, mais qu'est-ce que tu offres de différent des autres partis? Parce que s'il fallait qu'il touche à ça, il serait exclu du système de partis. Ouais. Alors, c'est certain que dans le contexte actuel, Doug Ford, lui, est un fin renard. Il n'est pas premier ministre de la plus grosse province, 3 fois majoritaire. Il est plus fort que Legault et tous les autres, là. Mais ce sont des mégalomanes. Il faut comprendre que ces gens-là, pour devenir ce qu'ils sont, oui, on les aide beaucoup, l'establishment, mais ils finissent par se croire et des fois, ils se croient trop. Et c'est ce qui est arrivé dans son cas. Lui, il a pensé qu'il pouvait tenir tête à Trump. Mais c'est pas Doug Ford contre Donald Trump. C'est la richesse américaine, le marché immense, versus le petit marché du Canada. Alors, il faut prendre son gaz égal et être conscient que si tu cherches la bagarre avec le gros gars,
ça se peut qu'il t'en donne une, et c'est ce qui est arrivé. Mais en fait, il faut juste finir l'affaire, c'est que ce qu'il a annoncé, c'est un moron, là, Doug Ford, là, il n'a pas été à l'école longtemps. Désolé là, pour ceux qui le trouvent bien sympathique. En annonçant ce qu'il a annoncé, il créait un impact sur l'aluminium qui doublait la taxe, qui était pour augmenter pour la construction des automobiles qui sont fabriquées chez lui. Ouais. En plus de la taxe qu'il a pour la vente des automobiles aux États-Unis, qui sont fabriquées en Ontario, l'aluminium, qui est la matière première, était pour augmenter la taxe à cause de sa décision. Ouais. Et sa décision touchait 3 États américains, près de l'Ontario, alors que le 50 d'aluminium et de l'acier, c'était principalement le Québec. Donc, tu t'en vas pas lancer une roche dans le vide puis espérer que le voisin à côté il soit content. Donc, Legault devait se tourner la langue pas mal lorsqu'il a fait ça. Heureusement pour le Canada, ils ont trouvé une porte de sortie, c'est-à-dire que Lutnick, le ministre de Trump, qui sont tous des messagers, là, il y a Trump et les messagers. Le messager a rencontré Doug Ford. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Mais je suis persuadé qu'il n'a pas demandé d'être raisonnable. Il a dû y dire quelque chose de grave. Et là, tout de suite, Doug Ford a même dit « Calmons-nous ». Donc, celui qui lance la roche dans le vide, il dit à tout le monde « Arrêtez de jouer à lancer des roches ». Imagine-toi, il faut le faire. Ouais. Ben, en fait, tu as répondu en partant de ma question, je m'allais dire comment il a été perçu, selon toi, par les Américains? Bien, ils ne savent même pas c'est qui. Les Américains ne savent même pas ce qu'est le Canada. 40 des gens à New York, tu leur demandes où est le Canada, ils pensent que c'est le Mexique. C'est effrayant de voir le niveau d'inculture généralisée. Tout le monde va voter, là. Donc là, on est rendu dans une mondialisation qui nous force à faire nos devoirs. Mais là, tu généralises un peu, là. Non, je n'exagère pas. Et que 30 d'illettrés là, au Canada, là, c'est des statistiques. Alors, les gens, quand on fait des écrits et qu'on se trouve bien bon, bien, il y a 30 de monde qui ne lisent pas. Il faut être réaliste par rapport à tout ça. Ils comprennent des choses, par exemple, quand ça touche le portefeuille, quand ça touche la stabilité économique, etc. Ceux qui renouvellent leur hypothèque, là, ils savent ce que ça veut dire, augmenter le taux de la Banque du Canada, etc. Est-ce que... On en a parlé, Richard, mais c'est parce que de plus en plus, je l'entends, je le vois, je le lis. Puis je dis pas que c'est crédible ou c'est pas crédible, mais je veux entendre ton opinion ce soir. Puis je veux que ton savoir-faire en matière de politique, ça fait une trentaine d'années et plus que tu baignes dans ce milieu-là. Est-ce qu'on pourrait s'attendre, est-ce que ça fait du sens de penser, voir des provinces, par exemple comme l'Alberta ou le Québec, adopter des postures plus autonomes face aux grandes puissances économiques comme les États-Unis? Puis ça m'amène à ma deuxième question que je vais te demander de répondre aussi. Est-ce qu'on pourrait voir, parce que... Même Trump ne le nie pas. Est-ce qu'on pourrait voir des provinces comme l'Ouest canadien, des provinces comme l'Alberta, le Manitoba ou la Colombie-Britannique devenir ou emboîter le pas pour devenir le 51e État des États-Unis? Ce qui est intéressant de ce que Trump fait, parce que c'est le maître du jeu, hein? On l'a dit le 5 novembre à Théo Vox, il est le président de l'Amérique du Nord et il l'assume, puis il se fout des... Ça dérange le monde, ça ne le dérange pas, lui. Ouais. OK? Donc, il est en train de changer la donne tellement que plus personne ne sait comment réagir dans un monde d'avant. Quand je disais qu'il ne faut plus faire de la politique depuis 2020, comme avant 2020, c'est un peu théorique, mais c'est ça la réalité. Et là, on commence à le voir. Parce que les pauvres Maxime Bernier et compagnie qui continuent à faire de la politique, là, c'est Trump qui mène. Là. Carney va, à mon avis, être élu, si ça continue. Là. Il va être premier ministre désigné demain matin. Là. Oui. OK? D'après moi, il va déclencher l'élection immédiatement. Et il va la gagner dans un mois en campagne électorale. Mais attends, quand tu dis ça, les gens pensent que tu as basculé, puis tu es rendu... C'est un libéral total. Pierre Poilievre, c'est un libéral qui est déguisé en bleu, là. C'est pas un conservateur. Ouais. Alors, pensez pas que je suis rendu libéral, jamais. Et c'est des faits. Ouais. Alors, la campagne va très bien, mais c'est Trump qui est en train de le donner vainqueur. Parce que qui va tenir tête à Trump? Un petit garçon en culotte courte ou un homme qui a fait ses preuves? Oui, mais c'est un homme qui vient du milieu des mondialistes et compagnie, des banques centrales. Mais quand tu parles comme ça, là, moi, je lis les commentaires qui passent sur le fil d'actualité, puis les gens disent il y a quelque chose, il y a une dent contre Pierre Poilievre pour le démolir comme ça à chaque... T'as-tu quelque chose contre Pierre Poilievre, là? Ben oui, je le connais très bien. Non, mais t'as-tu quelque chose contre lui? Ben oui, c'est ça que je dis, je le connais très bien.
Non, je fais des blagues. Je vous dis que je le connais, donc je sais ses forces et ses faiblesses. Ouais. C'est un bon politicien d'opposition. Il a toujours été très bon. Donc, tu lui passes la POC, puis il saute là-dessus. Là. C'est comme un chien qui va attraper le voleur. Il ne le lâchera pas, là, tu comprends? Mais il ne sait pas quoi faire avec. Tu sais, c'est comme le chien qui court après l'auto pour avoir le cap de roue. Puis une fois qu'il l'a, qu'est-ce que tu fais avec un cap de roue quand tu es un chien? J'exagère un peu. Mais Pierre Poilievre n'a pas l'envergure d'un premier ministre par rapport à ce qu'on vit. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut vraiment être capable de contrer le gros joueur qui est les États-Unis. Ouais. Ça, c'est la nouvelle donne. Donc, Trump nous force à comprendre que depuis 2020, ce n'est plus la même chose. Trudeau était pire que Poilievre. Et il a prouvé comment c'est un désastre. Et même quand il est parti en chambre, il a amené son fauteuil puis il a fait une grimace comme le diable. C'est pathétique d'avoir ça comme premier ministre, comme image dans le monde. Il est parti, ça va. Qui tu veux avoir maintenant? Un jeune junior qui n'a jamais travaillé de sa vie, là, à part d'être député? Ou quelqu'un qui est allé dans les banques centrales et tout le reste? Bien, pour la moyenne des gens qui vont regarder la personnalité de Carney, ils vont dire, bien, c'est bien plus crédible face à l'ennemi. Et il n'y a pas de leadership actuellement à Ottawa, on le disait tout à l'heure. C'est pas Doug Ford qui va aller représenter le Canada. Il vient de montrer qu'il n'était pas très, très brillant parce que tu ne peux pas faire un geste qui pénalise la province voisine. Comme l'Alberta, lorsqu'elle est allée, la première ministre est allée voir Trump pour faire quoi? Lui, il regarde en disant, je suis en train de déstabiliser la solidarité canadienne. Est-ce que le Canada existe? Puis il a raison de poser ces questions-là. Ça oblige maintenant à faire de la solidarité nationale, ce qui n'existait pas au Canada depuis très longtemps, et surtout pas depuis Trudeau. Et Carney va incarner ça. C'est ça qui va arriver, là. Ouais. Écoute, on parle justement de Mark Carney. Le Canada a un nouveau premier ministre désigné. Il va être désigné demain, qui n'a jamais été élu. Ouais, mais Mark, ça, faut arrêter de dire qu'il n'a jamais été élu. C'est le processus normal. Je le comprends, Richard, mais il n'a quand même pas été élu. C'est la première fois, c'est historique. Oui, mais s'il est élu majoritaire dans un mois, vous allez dire quoi? Qu'il n'a jamais été élu avant? Ça ne change rien. Oui. Alors là, il rentre, et c'est pour ça qu'il risque de déclencher l'élection dès demain, s'il peut le faire, parce qu'il va pouvoir le faire à partir du moment qu'il est désigné, mais il n'est pas encore en poste. Lorsqu'il le sera, il ne peut pas attendre et là dire « je suis non élu », il ne serait même pas en chambre. Donc, on voit bien que c'est un non-sens de dire qu'il va attendre. Donc, il risque de le faire demain. Je comprends, mais on verra s'il le fera demain. S'il ne le fait pas, ça va être lundi ou mardi, mais quelque chose, il veut le faire le plus vite possible. Bien, il n'a pas vécu ici depuis plus de 11 ans. Il a 3 passeports. Comment expliquer cette prise de pouvoir qui défie toute logique démocratique? Puis est-ce que Carney est un premier ministre ou c'est un agent globaliste? Mais juste avant, j'ai monté une vidéo pour toi, puis j'aimerais qu'on puisse la regarder, puis on commentera ça par la suite. Et en première place, le prochain premier ministre du Canada, Mark Carney. Mark Carney qui récolte 85% des voix, donc plus que ce que M. Trudeau avait récolté en 2013 en passant. Mark Carney qui deviendra le premier non élu, jamais été élu, premier ministre d'ici quelques jours au Canada, premier ministre désigné lorsque Justin Trudeau et lui échangeront donc le pouvoir. Il devra se rendre chez la gouverneure générale, former son conseil des ministres au cours des prochains jours. Mark Carney, 59 ans, économiste, doctorant, sous-ministre, gouverneur de la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre, qui fait son entrée de façon quand même assez spectaculaire dans cette joute politique canadienne à quelques jours, quelques semaines tout au plus du déclenchement d'une campagne électorale. Bonsoir tout le monde. Wow. This room. Oh là, cette salle est forte. This room is Canada. Cette salle, c'est le Canada fort. Donald Trump. Donald Trump. And Donald Trump, as we know, has put, as the Prime Minister just said, unjustified tariffs on what we build, on what we sell, on how we make a living. He's attacking Canadian families, workers, and businesses, and we cannot let him succeed. We didn't ask for this fight.
We didn't ask for this fight. But Canadians are always ready when someone else drops the gloves. So the Americans, they should make no mistake, in trade as in hockey, Canada will win. Les Américains veulent nos ressources, notre eau, notre territoire, notre pays. Jamais, oui. Pensez-y. Pensez-y. Ça va détruire notre façon d'être. Richard, on en parle, mais théoriquement, ça veut dire quoi l'arrivée de Carney sur la scène politique? Premièrement, pour répondre à ta question précédente, il est sélectionné. Il va falloir que les gens comprennent un jour là, que quand vous arrivez aux élections, ça fait 5 ans que c'est travaillé. Ça, personne n'arrive à le croire. Je ne sais pas pourquoi. Là. On planifie dans les entreprises sur 5 ans, mais on ne planifiera pas des élections. Voyons donc. C'est des machines très bien rodées. La machine libérale, c'est une des plus puissantes au Canada. Et là, leur défi, c'était de se renouveler après le désastre Trudeau. Est arrivé l'ange Trump. Et là, on vient d'entendre un chef qui se tient debout. Il a du leadership. Il n'est pas encore premier ministre là, quand il parle. Il rassure les Canadiens. Il dit, nous autres, on se tient debout, puis on ne se laissera pas faire. Il a déjà annoncé sa campagne électorale, puis il n'est même pas en campagne électorale. Est-ce que tu as entendu Pierre Poilievre? C'est lui qui aurait dû agir. Il aurait dû présenter... il a annoncé son cabinet. Qui? Poilievre? Non, Carney. Bien, il n'a même pas annoncé son cabinet, mais il a annoncé dans son discours là, qu'on ne se laissera pas faire, puis moi, je suis l'homme pour tenir tête à Trump. Qu'est-ce que les Canadiens font quand il y a un ennemi qui t'attaque? Parce que Trump nous attaque, là. Il y a 30 ans, dire que tu vas être le 51e État, on aurait mobilisé l'armée. Là, on mange du popcorn. C'est bizarre, hein, quand même. Donc, lui, il dit non, on ne se laissera pas faire. Bon, bien, les gens se sentent... c'est ça, un chef. Tu sens qu'il va nous défendre. Mais quand je te dis qu'il a annoncé son cabinet, même en dehors des ondes, tu me disais qu'il a laissé comme il a fruité son ministre des Finances. Ça, c'est la machine derrière lui, et lui, il n'a jamais rien annoncé. Je ne suis pas encore élu. Hein? Donc, il attend d'être élu. Même s'il est désigné, il est quand même élu par son parti, là, soyons clairs. Une fois qu'il est en poste demain matin, là, il va agir comme un premier ministre. Mais le discours que je viens d'entendre, c'est le premier ministre qui va parler, une fois élu premier ministre, en majorité, pour aller nous défendre à Washington. Donc, les gens vont dire, on va voter pour lui pour qu'il soit ce qu'il vient de nous dire qu'il était. Ouais. Et pendant ce temps-là, on n'entend pas Pierre Poilievre. Il a manqué le boss, comme toujours, parce que il attend de voir si Carney va être élu. Il attend... Ben oui, il est trop tard. Est-ce que le cheval de Troie, dans la prochaine élection, c'est vraiment frappé sur les États-Unis? Ben, c'est pas le cheval de Troie, c'est ce qu'on appelle la notion de l'urne. Hein? C'est quand tu arrives pour voter, là, ben, tu voulais voter Bloc québécois, tu voulais voter pour le pétrole dans l'Ouest. Tout le monde avait ses anciennes lubies là, sous Trudeau. On va débarquer Trudeau, puis on va mettre quelqu'un. D'ailleurs, Maxime Bernier en faisait les frais parce qu'il disait qu'il faut tous voter pour Pierre Poilievre. Mais là, maintenant, il y a un nouveau joueur qui s'appelle Trump. Fait que tout le monde est en réaction à Trump parce que là, il menace nos emplois, nos richesses naturelles. C'est ce que vient de dire Carney dans son discours. Et là, on veut quelqu'un qui défende ça. Et là, on oublie le Bloc québécois, on oublie l'Ouest canadien, on oublie nos chicanes. Et on a même oublié que Doug Ford, hein, qui vient de se faire remettre à sa place, que c'est pas le chef là, du Canada, donc ça en prend un. Lui, si moi j'étais son conseiller politique, je cocherais toutes les cases. Là. Il fait tout ce qu'il faut. Et on n'entend pas celui qui est supposé être en avance. Et Poilievre est parti de 46 % l'automne passé. Oui, dans les sondages. Même le Bloc québécois pensait de faire l'opposition officielle, tellement que les libéraux n'étaient pas là. Et je leur disais, bien, attendez d'avoir un chef chez les libéraux, parce que l'establishment l'a déjà choisi. Et quand il va être en place, la campagne va se déclencher. Et une campagne de 30 jours, ça veut dire que dans 30 jours, vous allez avoir un premier ministre probablement majoritaire. Ça risque de forcer les gens à voter pour, hein, on appelle ça se pincer le nez en votant. Ouais. Bien, même ceux qui ne veulent pas voter libéral vont dire, bien là, ça ne sera pas fait par Trump, donc je vais voter libéral cette fois-ci. Ouais. C'est ça qui va arriver. Bien, ça t'a coûté une barre de chocolat parce que tu t'es trompé. Fait que je suis convaincu qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent ce soir qui espèrent que tu vas te tromper à propos de Mark Carney. Je ne me suis pas trompé. Un bon politicien, je peux expliquer ce qui s'est passé. J'ai dit, si l'élection est aussi truquée qu'en 2020, Trump ne gagnera pas.
Mais parce qu'il a gagné, on a prouvé qu'il n'était pas truqué, donc j'ai donné ma barre de chocolat, qui m'a coûté quand même 1 million US. Absolument. Où est-ce qu'on doit placer la barre entre continuité et rupture du pouvoir du peuple? Il n'y a jamais eu de pouvoir au peuple. Pauvre vous autres! Qui contrôle le jeu politique? Ça a toujours été. Depuis les médias de masse, c'est les médias de masse. Les grands industriels, les chemins de fer, hein, l'acier, donc tout ce qui a créé les grandes richesses en Amérique du Nord, c'est eux autres qui ont toujours été au pouvoir. On voit ces temps-ci Trump s'entourer de milliardaires. Bien, quand les milliardaires te disent qui verrait à tel poste, bien, il y a des chances que tu le choisisses. D'ailleurs, si on fait l'analyse de comment le vice-président a été choisi, Vance, bien, il a été choisi par les oligarques autour de Trump qui ont dit, bien, nous, on pense que c'est lui qui serait un bon, puis c'est un bon vice-président, c'est un gars intelligent, mais il fait partie du même groupe qu'on peut appeler maintenant technocratique. On a la preuve devant nous d'un vrai gouvernement technocratique, et c'est pas pour rien que Trump il annonce la frontière du Panama jusqu'au Groenland. C'est un vieux plan d'à peu près 50-60 ans qui est en train de se mettre en place. Ça veut dire que on serait encore, ou on vivrait dans notre pays, la continuité de la prise de contrôle du Canada par les technocrates mondialistes. Bien, en fait, c'est que la technocratie, comme l'intelligence artificielle, qui en fait partie, n'a pas besoin de frontières. L'intelligence artificielle qui va contrôler... On le voit, par exemple, avec les applications, avec la multitude de plateformes avec lesquelles on travaille tous. Je suis désolé, mais on travaille avec Microsoft, qu'on le veuille pas, qu'on soit au Canada, en France ou au Groenland, les frontières d'avant où tout était nationalisé à cause de notre incapacité de se déplacer rapidement. Je disais il y a 2 semaines qu'on allait au Parlement en train pour la saison complète. Maintenant, on voyage toutes les semaines en avion, qu'on soit à Vancouver ou en Gaspésie. Donc, tout a changé au niveau technologique. Donc, la technocratie, qui en dépend, a maintenant une capacité d'action immense. Alors, pour Trump, de gérer l'Amérique du Nord, du Groenland jusqu'au Panama, on n'a pas besoin d'un Parlement à Ottawa. Là. Non. Et d'avoir, comme Carney l'a bien dit, les richesses du Canada, c'est des richesses naturelles. La population, oui, est très éduquée, etc. On a une belle qualité de vie, mais c'est 40 millions comparé à 380 millions à peu près. Oui, c'est ça. Donc, on ne pèse pas dans la balance du nombre, c'est nos richesses naturelles. Alors, défendre nos richesses naturelles, il va falloir qu'ils développent un discours national un peu extraordinaire pour contrer la technocratie qui s'installe aux États-Unis. Et c'est ça l'enjeu de l'élection canadienne, qu'on le veuille, qu'on le veuille. Ouais. Dans l'espace public, la nomination de Carney était présentée comme une évidence. Quels sont, Richard, les ingrédients qui font qu'une transition politique est acceptée sans contestation de la population? Je pense que les gens sont dépassés par tout ce qui se passe parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas de pouvoir. C'est ça qui est difficile. À partir du moment où tu te mobilises, hein, on voit des gens qui font des pétitions. Moi, je me souviens de l'époque où on faisait des pétitions à la main, là, au coin de la rue, papier, signé. Ouais. Écoute, 50 000 noms pour un événement, bien, ça servait à quoi? Aujourd'hui, on fait ça électronique. On fait juste un texte et tout à coup, ça part et on a 5 000 signatures en théorie. Donc, on voit qu'on n'a plus de rapport de force parce que quand même, tu aurais une pétition de 100 000 personnes, ça n'a plus d'impact. Donc, le pouvoir, pour revenir au pouvoir du peuple, bien, le peuple s'aperçoit qu'il n'y a pas de pouvoir. La fausse pandémie, donc la crise sanitaire qui a été imposée et programmée, c'est pour montrer au monde qu'ils n'ont pas de pouvoir. La preuve, on vous a menacé de perdre votre emploi, on vous a menacé de perdre vos droits, on a gelé votre compte de banque. Et il n'y a personne qui gagne dans les cours. Il y a quelques causes aux États-Unis qui ont fait quelques millions, mais la plupart, en tout cas surtout au Canada, les perdent. Justice Center vient d'en perdre une autre encore. Ouais. Les cours sont manipulés, donc tout le monde s'aperçoit que tu ne peux pas combattre l'establishment sans mettre en péril ta famille, l'économie de ta maison. Tu comprends? Ta profession. Tout le monde se vire contre toi si tu n'embarques pas. C'est ce qui se passe à Washington avec Trump. Les républicains
libre-échange se taisent par rapport à ce que Trump fait. Ouais. Ils ont peur. Donc, on est dans un totalitarisme, hors frontières, et le Canada doit patauger à travers ça. C'est une belle bagarre qui s'en vient avec un gouvernement majoritaire, et c'est ça qui va forcer les gens à, probablement en campagne, se diriger vers un parti qui risque d'avoir assez de pouvoir pour contrer ce que Trump fait. T'sais, je t'ai vu réagir tantôt quand d'entrée de jeu, je disais ce qu'on entendait, parce que je veux t'entendre me parler là-dessus. On a sorti énormément dans les médias le fait que, les médias mainstream, on a sorti énormément le fait qu'il était 11 ans à l'extérieur du pays. On a sorti énormément le fait qu'il possédait 3 passeports différents, canadiens, britanniques puis irlandais. Ça pose-tu un problème, ça, de loyauté nationale? Puis à qui, lui, Carney, répond vraiment? Il n'y a pas de loyauté nationale. Il n'y a pas de nation. On n'est même plus capable de définir qui on est. La difficulté des Québécois qui veulent faire la souveraineté, c'est quoi un Québécois qui veut se séparer du Canada pour aller où? Et où ton armée? Ouais. Comme le Canada, actuellement, Trump dit si je ne vous protège pas, vous êtes vulnérables, vous avez besoin de nous autres. On n'a pas d'armée vraiment là, pour se battre, en tout cas pas pour se battre contre les Américains. Ils ont besoin du territoire, soyons clairs. Il n'est pas prêt à lâcher ça, mais on voit que le rapport de force doit s'établir avec une réalité. Auparavant, c'était des discours. Maintenant, c'est des faits. Et où ton armée pour faire ta séparation? Tu t'en vas où avec ça? Tu comprends? Donc, on ne peut pas penser qu'on peut arriver et dire n'importe quoi et que ça n'aura pas de conséquences. Doug Ford vient de le prouver. Il a bombé le torse, il a dit une connerie, mais il s'est fait ramasser par Big Brother. Et là, il est obligé de reculer. Donc, Trump vient de... C'est 1-0 Trump là, par rapport au Canada. Et qui va être capable de marquer des buts dans le filet? C'est ça qu'on cherche actuellement. Là. Donc, établir un rapport de force, il va falloir qu'il y ait un leadership cohérent. Malheureusement, Carney, c'est l'élite mondialiste. Alors, celui qui risque d'avoir la job, par hasard, c'est celui qui va nous enliser encore plus dans tout ce que Trudeau n'a pas réussi à faire parce qu'il n'était pas très habile. Mais Trudeau se faisait conseiller par Carney dans les années précédentes. Mais Carney, qui a été ici ou non, c'est secondaire. Hein, il y a l'Internet. Moi, je sais ce qui se passe à Londres, puis je sais ce qui se passe aux Indes, etc. Donc, c'est pas une question d'être ici ou de pas être ici. C'est plutôt une question, c'est quoi ton programme? Et ça, la campagne électorale devrait servir à nous dire qu'est-ce qu'il va nous offrir. Mais on sait que tout ça est contrôlé. Les médias de masse sont contrôlés. Le discours est contrôlé. Donc, ils vont nous faire des déclarations, comme il a fait son discours qu'on entendait tout à l'heure. Et on va avoir testé différentes phrases, choc, qui vont répondre à des sondages d'intérêt des gens. Quand il dit « nos ressources naturelles, on va les protéger ouais, », mais Richard, c'est parce que c'est déjà testé, ça. Tu sais comme moi que les sondages sont quand même manipulés. Non, mais attention. Un sondage, c'est scientifique. Trump ne rentrait pas. Attention. Trump ne rentrait pas selon les sondages américains où là, on donnait la victoire à Kamala Harris. Un sondage, c'est scientifique. OK? C'est pas vrai que léger, c'est pas bon. C'est scientifique. OK? Donc, c'est contrôlé et on sait que les résultats qui sont là représentent la majorité. OK? À 80 là. Donc, c'est suffisant pour planifier. Exemple, au mois de juillet, il ne pleut pas 3/4 du temps. Donc, on devrait faire des pique-niques au mois de juillet. Ça, c'est une statistique qu'on pourrait valider. OK? C'est scientifique. Donc, un sondage, c'est qu'est-ce que les gens pensent maintenant. Quand je sais que les gens sont très inquiets que les ressources naturelles soient accaparées par Trump, qui veut annexer le Canada, parce que c'est ça qu'il dit depuis assez longtemps, qu'on est capable d'aller sonder ça, bien, moi, j'ai fait le sondage, je m'appelle le Parti libéral et je ne le diffuse pas là, dans les journaux. Je le garde pour moi et je prépare le discours de Carney qui va dire « Je vais protéger vos ressources naturelles ». Il ne nous a pas demandé notre avis tout à l'heure. Il a dit dans le discours « Je vais faire ça contre Trump ». Ça, c'est testé. Et c'est vrai que ça marche. Les sondages qu'on nous présente aujourd'hui, Carney est né avec Pierre Poilievre, ce qu'on nous présente est de la propagande. C'est-à-dire que sur 5 questions, on en prend une qui est à notre avantage. C'est la manipulation du sondage qui est grave et qui est malhonnête. C'est ça la propagande. Mais le sondage lui-même est toujours solide parce que qui contrôle le sondage contrôle l'information. Ouais.
Maxime, on a reçu Maxime il y a quelques semaines déjà en entrevue ici, puis Maxime parlait justement d'une bascule. Que statistiquement, à toutes les 9-10 ans, le pays change de pouvoir. Si les libéraux ont été là 9-10 ans, avant, c'était les conservateurs qui étaient là 9-10 ans. Puis dans cette lignée de statistiques-là, ça serait juste normal de penser que ça pourrait être encore les conservateurs qui reviennent au pouvoir. Ça, c'était de la politique avant 2020. Il faut arrêter de faire ça. Que Maxime continue à faire ça, c'est son privilège. Mais je lui dis, même live ici, que ça ne marche pas. Et la preuve va être les résultats. Là. Si Maxime a un élu, bravo. Mais ça va être quoi? Le lendemain de l'élection, ce parti-là et Maxime, ils prennent leur retraite. C'est quoi? Tu peux pas être... Tu sais, il est beau dire que Farage fait ça depuis des années, là. Depuis 2020, la donne est changée. Mais depuis Trump, c'est in your face. Là, c'est grave ce qui se passe parce que lui, il agit. Poutine agit. Donc, ces gens-là, la Chine agit. Ils agissent sur notre commerce, ils agissent sur notre culture. On a vu Trudeau qui a fait des pourparlers avec la mafia chinoise, là, en 2015-2017. Ça sort, ces choses-là. Donc, on est infiltré depuis très longtemps. Donc, aujourd'hui, faire de la politique d'alternance, comme tu mentionnes, et s'asseoir là-dessus en disant, bien, écoute, ça va être conservateur, parce qu'après 9 ans, c'est presque impossible que le Parti libéral se fasse réélire. C'est pas compter sur le fait que Trump change la donne. S'il n'avait pas attaqué le Canada, admettons qu'il avait attaqué Groenland, le Mexique, puis tout le reste, là, on pourrait continuer encore à être un peu comme avant, puis Poilievre passerait parce qu'on veut du changement. Mais là, maintenant, la donne, c'est qui peut nous défendre? Et le Canada est uni dans ça, là. Même Legault est monté dans les sondages alors qu'il est en train de descendre dramatiquement. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te chicaner à l'interne quand tu as un ennemi extérieur qui te menace. Parce que, chose certaine, c'est qu'on le verra aux prochaines élections, si ce que tu avances se concrétise réellement, en donnant la majorité peut-être du pouvoir, même encore aux libéraux. Pas rendu là? On n'est pas rendu là. On est dans la spéculation. Mais moi, je ne gagerais pas sur Poilievre pour gagner l'élection, comme Maxime l'a mentionné. Je comprends. Moi, je disais, au mieux, si on a un gouvernement conservateur, il va être minoritaire. Exactement. Est-ce que l'arrivée de Mark Carney au pouvoir représente un certain danger pour la classe moyenne? La classe moyenne est pas mal disparue. Déjà, Trudeau a fait une belle job de bras. Et ceux qui payent des impôts savent très bien là, que ça commence à être de plus en plus difficile, de tous bords, tous côtés. Hein, on prend l'exemple, par exemple, ceux qui ont des maisons que la valeur a triplé depuis 10-15 ans. C'est le fun. Mais tes taxes ont triplé aussi, puis les dépenses, etc. Fait qu'à un moment donné, il faut regarder globalement. Ceux qui font l'épicerie s'aperçoivent que ça a triplé. Donc, c'est très difficile. Le prix des logements, on se demande comment les gens font là, pour payer des 1400 par mois de loyer. Mais Toronto vivait ça avant, Vancouver. On a eu une poussée d'immigration illégale par notre ami Trudeau. Il n'y a pas grand parti d'opposition qui se sont plaints. Là, hein? Maxime, il a beau faire des manifestations au chemin Roxham. Il faut être efficace en politique. Tu ne peux pas juste déclarer que c'est pas bon. Il faut que tu aies les pouvoirs de le faire. Et il n'y a pas grand monde qui avait du pouvoir comme Poilievre qui se sont tenus debout. Ni contre le COVID, qui est une supercherie gigantesque. Donc, qui est là pour nous défendre? Il n'y a pas beaucoup de capacité de changement. Et c'est pour ça que Carney arrive comme un vent de fraîcheur dans le contexte. Parce que les gens ne font pas de politique philosophique. Ils ne regardent pas que son agenda, son programme, c'est pire que l'agenda Trudeau. Lui, il est pour l'économie verte qui est supposée de nous taxer pour notre bien. La monnaie numérique. Pas juste ça, les banques centrales et tout le reste, la monnaie numérique, mais aussi de dilapider notre argent avec les financiers mondiaux. C'est un représentant des banquiers. Il a été à la Banque du Canada, à la Banque d'Angleterre. Ben oui. Alors, ça, les gens, ça vaut ni chaud ni froid. Comme Trudeau, on se foutait qu'il n'y ait aucune expérience de vie politique pour diriger un pays comme le Canada. C'était juste son nom et ses cheveux qui comptaient. Souvenez-vous, première élection. Malheureusement, c'est ça, le système dans lequel on est. Et c'est pour ça qu'il est si facilement manipulable. Beaucoup d'émotions. Trump nous donne des émotions quotidiennes depuis novembre. Il a le temps de jouer au golf. Il a le temps de jouer au golf. Il est d'une efficacité déconcertante.
tout le monde est un peu mélangé entre est-ce qu'on l'aime ou on l'haït? Tout le monde est un peu là. Même les démocrates se disent, il fait des bons coups. On aime ça. En tout cas, ils ne l'expriment pas bien. Non, mais ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils sont démocrates. Puis ils disent, je ne peux pas dire à mes amis que Trump fait des bons coups. Donc, tout à l'heure, le professeur en parlait. Quand on fait des erreurs, on n'est pas enclin à le dire publiquement. C'est sûr. Donc, on est là-dedans actuellement, dans une zone très, très d'incertitude. On le voit sur les marchés financiers, l'économie. Le président de la Banque du Canada, hier, qui disait qu'il faut baisser d'1/4 de point. On dirait qu'il ne sait même pas de quoi il parle, parce qu'il se dit, j'ai hâte qu'il y ait un premier ministre pour savoir où je m'en vais. Parce que lui, il défend l'économie canadienne. Excuse-moi, là, mais il y a un gros joueur à côté qui est en train de dicter quotidiennement quels vont être les taux de taxation de l'industrie. Comment, toi, tu peux dire l'économie va se placer, parce qu'elle ne se placera pas? Il n'y a personne qui est en contrôle à part Trump actuellement. Est-ce que Carney va l'incarner, comme je le disais tout à l'heure? Ça reste à voir. Mais dans une campagne électorale, c'est très rapide et ça va être très intense au niveau des communications. Je peux te dire une chose, les cabinets actuellement de stratégie politique là, doivent être pas mal actifs parce que c'est une joute qui va être intéressante. Regardez ça comme une game de hockey, là, et non pas comme notre avenir qui est joué ici. Parce que moi, je suis contre l'idée de voter pour tous ces partis-là, soyons clairs. Mais d'un point de vue de jeu politique entre les partis, ça va être extrêmement intéressant à suivre. Fait que les élections quand? Bien, il devrait déclencher incessamment. Est-ce qu'il va le faire demain? S'il peut le faire, d'après moi, il va le faire demain. Il a déjà laissé couler son ministre des Finances. Son chef de cabinet a été choisi hier, un ancien ministre libéral. Donc, on voit qu'il commence à avoir de la chair autour de l'os. Encore une fois, Poilievre n'a annoncé personne. Donc, tu fais juste renforcer ce que je t'ai dit au préalable, qui commençait déjà à faire fuiter, qui était en train de positionner ses joueurs. Son équipe. Au sens où lui est un peu... Son équipe, tout à l'heure, il n'a pas d'expérience, il ne connaît pas. Ouais, mais c'est... Non, mais son équipe, c'est lui. Non. Lui, il est choisi, il est placé, il est sélectionné et il se fait dire quoi faire là, actuellement. Mais il le fait bien. Tu comprends? Ouais. Donc, quand tu dis, ça fait 11 ans qu'il n'est pas ici, c'est pas lui qui mène. Son équipe de stratégie ont coulé les noms parce qu'ils savent que ça va donner ça va faire dire, par exemple, à Descaries, il est en train de nommer son effectif alors que l'autre, il ne bouge pas. Prochaines élections, gouvernement majoritaire, libéraux. Il est trop tôt. Commençons par qu'il soit en campagne électorale. Donc, si on l'est la semaine prochaine, jeudi prochain, on en parlera avec plaisir. Non, mais attends une minute, c'est parce que tu t'es commis juste avant. Tu as dit gouvernement libéral majoritaire, c'est ce que tu pressentais. Non. Tu me mets des mots dans la bouche. Je demande qu'on relise le tape. J'ai dit que si ça continue comme c'est là, qu'il n'y a pas de changement, exemple, on le voit avec Epstein tout le temps, là, puis les photos roulent. Si ça a de l'impact, puis ça le fait diminuer, actuellement, ça n'en a pas. Ça n'a même pas fait bouger l'aiguille, imagine-toi, là, c'est grave. Mais c'est pire aussi, c'est un banquier mondialiste, c'est encore pire. L'aiguille ne bouge pas. Actuellement, il s'enligne pour être gouvernement dans une campagne électorale qui continuerait à augmenter pour les faiblesses de Pierre Poilievre et tout le reste. Mais il va travailler à être majoritaire. OK. Est-ce qu'il le sera? Bien, dans les prochaines semaines, on le verra dans les sondages. À l'écoute, puis on va vous tenir au courant. On le verra dans les sondages qui sont truqués de léger pour voir s'ils vont pas truqués, c'est la propagande d'utilisation, de diffusion d'informations. C'est bon, Richard. Merci. Vous voyez, tout au long de cette émission, on a exposé des vérités troublantes sur la Syrie, sur la crise énergétique, sur la manipulation des peuples et la montée d'un pouvoir imposé, détaché probablement de la volonté populaire. Nous avons vu comment les minorités chrétiennes et autres communautés en Syrie sont persécutées sous une indifférence totale et généralisée. On a aussi analysé comment les choix idéologiques en matière d'énergie affaiblissent les nations occidentales, alors que d'autres puissances avancent sans contrainte dans cette dimension. Enfin, nous avons dévoilé la manière dont les élites façonnent le destin des peuples, souvent en dehors des cadres démocratiques, sans consulter ceux qu'ils sont censés servir. Face à toutes ces injustices, d'incertitudes et de bouleversements, il est facile de sombrer dans la peur et dans le découragement. Mais la Bible nous enseigne qu'au cœur des ténèbres, il existe une lumière qui ne vacille jamais. Jésus-Christ. Jésus-Christ est premièrement notre refuge et notre justice. Les dirigeants terrestres abusent de leur pouvoir,
Les systèmes humains s'effondrent, mais Dieu reste souverain, suprême, qui jugera toujours avec justice. Il ne se détourne pas son regard des souffrances de son peuple. D'ailleurs, Ésaïe, le chapitre 33, le verset 22 dira « Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauvera. » Deuxièmement, Jésus-Christ est la paix dans le chaos. Alors que les crises économiques, politiques et sociales se multiplient, on peut garder les yeux fixés sur celui qui nous donne une paix que rien ni personne dans ce monde peut offrir. L'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, va nous dire « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Troisièmement, Jésus-Christ est l'espérance ultime. Aucune élite, aucune idéologie, aucun pouvoir terrestre ne peut apporter le salut véritable. La seule vraie solution aux crises que nous traversons se trouve en Jésus, qui offre la vie éternelle et un royaume incorruptible. Hébreux, le chapitre 13, le verset 14 dira « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Vous savez, en terminant, nous sommes appelés à être des témoins de la vérité, à dénoncer l'injustice, mais surtout à proclamer le véritable espoir, ce véritable espoir qui ne réside pas dans des solutions politiques ou économiques, mais dans une seule et unique personne, Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Alors que nous voyons le monde s'effondrer sous le poids de ses propres choix, nous les croyants, nous les chrétiens, savons que notre avenir est entre les mains d'un Dieu qui est tout-puissant, d'un Dieu qui est souverain. Alors ne cédons ni à la peur, ni au fatalisme, mais restons fermes dans notre foi, car notre rédemption approche. Tournons ensemble ce soir notre regard sur celui qui revient bientôt et proclamons avec assurance Jésus-Christ qui est notre Seigneur. C'est Jean-François Denis qui vous dit bonne réflexion et à la semaine prochaine.